Bienvenue à ce nouvel épisode de Passion MLB, épisode numéro 4 du podcast. Charles-Alexis Brisebois ici à l'animation. Très content de vous retrouver encore une fois cette semaine, que ce soit ceux qui nous écoutent en direct jeudi à 20h sur Facebook, sur X ou sur YouTube, ou que ce soit pour ceux qui auront téléchargé le podcast une fois l'enregistrement terminé sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute avec moi et avec Sébastien Berroir, mon collègue hebdomadaire avec qui on fait le podcast. Sébastien, comment ça va, mon cher? Ça va très bien. Déjà, l'épisode 4, hein, ça passe vite. Il me semble pas si longtemps, on préparait le projet, puis là, on est déjà rendu au quatrième épisode. Mais oui, ça va très bien. Merci. Puis toi, Charles? Ça va bien, ça va bien. Puis tu as raison que ça passe vite. Là. Quand ça a commencé, j'allais dire épisode 4, puis je me suis dit, ah ouais, vraiment, déjà rendu à 4. La saison n'est pas encore commencée, à part peut-être le 2 matchs qui ont à peine fait jaser là, en Corée du Sud. Donc, la saison n'est pas encore commencée officiellement, qu'on est déjà rendu à l'épisode 4. C'est super le fun, puis on sent l'engouement des gens qui sont contents qu'on ait reparti le podcast. Donc, merci beaucoup d'être là. Toujours un plaisir là, de jaser de baseball. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas du concept ou qui sont nouveaux au podcast, on le fait en live pour ceux qui sont en live présentement avec nous pour pouvoir justement prendre les commentaires des auditeurs, ceux qui veulent poser des questions. Il y a une période de questions qui est disponible à la fin, donc n'hésitez pas à les poser. Sébastien et moi, on sera là pour y répondre. En attendant, on va traiter de l'actualité du baseball majeur et Sébastien, on va aussi traiter de notre blog traditionnel sur les Blue Jays de Toronto. Donc, sans plus tarder, allons-y. Allons parler de ce qui s'est passé cette semaine chez les Blue Jays. Okay, Blue Jays, let's play baseball. Nouvelle qui est survenue chez les Blue Jays de Toronto mercredi soir, Sébastien. Santiago Espinal, l'ère Santiago Espinal, on va pousser puis on va l'appeler comme ça, est terminé chez les Blue Jays de Toronto. Un joueur que j'aimais bien à Toronto quand même, qui avait une utilité jusqu'en 2022. 2023 a été une saison beaucoup plus difficile, a été victime là, du surplus de profondeur, avait de la difficulté à performer. Il fallait s'attendre à le voir être échangé et finalement, Sébastien, ce sont les Reds de Cincinnati qui débordaient de joueurs d'avant-champ. Mais là, les blessures les ont forcés à reviser leur plan. On se retourne à la dernière seconde. On va chercher Santiago Espinal et en retour, on donne un lanceur des ligues mineures qui n'est pas dans l'alignement des 40 joueurs. Non, exactement. Puis, tu sais, quand on regarde ça froidement, c'était la chose à faire. On le sentait que ça allait venir, qu'on allait se départir des services d'Espinal. Qui a rendu de fiers services aux Blue Jays, a eu une année extraordinaire il y a quelques saisons. A un peu traîné le club qui en arrachait à ce moment-là. Donc, on ne peut pas vraiment blâmer Espinal sur son effort, sur son jeu défensif, était excellent défensivement. Ouais. Mais c'est sûr que son bâton, dernièrement, ça allait un petit peu moins bien. Donc, c'est probablement ça qui a pesé dans la balance, qui a fait que finalement, on en est venu à l'échanger. Par contre, peut-être qu'on va s'ennuyer d'Espinal à certains moments, surtout si on a des blessures. On a parlé des blessures des Reds, mais ça pourrait arriver aux Blue Jays aussi. Puis, tu sais, déjà, présentement, on a quand même 2 trous à l'avant-champ au deuxième coussin, au troisième coussin avec Isaiah Kiner-Falefa, Kevin Biggio. Donc, si il arrive des blessés à l'avant-champ, si un beau Bichette en venait à se blesser, mais là, peut-être qu'on va s'ennuyer de Santiago Espinal. Mais pour le moment, c'était la chose à faire. C'est comme ça d'ailleurs qui est arrivé un peu dans le baseball majeur. En 2020, il y a eu une blessure à Beau Bichette. Là, la petite saison, il avait manqué à peu près la moitié de la saison. Il avait joué une trentaine de matchs sur 60. Puis Espinal avait pris des responsabilités à l'arrêt-court. En 2021, on l'avait vu jouer au troisième but. Puis depuis ce temps-là, il est un joueur de deuxième but, mais qui dépannait super bien du côté gauche de l'avant-champ parce que c'est un joueur d'arrêt-court à la base Espinal. Donc oui, il y avait cette utilité-là. Pardon. Le sentiment que j'ai, Sébastien, tu as nommé IKF, tu as nommé Kevin Biggio. Ajoutons David Schneider, qui ne joue pas beaucoup au troisième but, mais qui est un joueur de deuxième coussin. Mais celui qui risque de prendre sa place et qui l'a probablement forcé hors de l'alignement, c'est Ernie Clement. Clement qui avait joué l'an passé, qui peut jouer à l'arrêt-court, qui est un peu comme un Espinal dans le sens où il peut jouer un peu partout à l'avant-champ. Pas le plus gros coup de bâton, même s'il a quand même bien fait l'an passé à Buffalo, à Toronto, qui fait bien au camp d'entraînement. Mais en règle générale, pas un quatrième frappeur, là, on va se le dire comme ça. J'ai l'impression que le fait que Clement soit un petit peu plus vieux, qui performe en ce moment, qu'il n'y ait pas d'option pour retourner dans les mineurs, contrairement à Espinal qui en avait, ça a probablement joué contre le frappeur des Blue Jays. Là.
Oui, c'est sûr et certain. Mais si c'est pour faire une place à Clement, j'ai aucun problème. Par contre, si c'est pour faire une place à un gars comme Vogelback, c'est un peu là que j'ai de la difficulté parce que Vogelback, Mhm. à part aller s'asseoir sur le banc puis frapper 4 fois seulement contre les droitiers, il n'apporte pas grand-chose aux Blue Jays. Même s'il a un excellent camp, on sait très bien ce qu'il peut nous amener. Il va frapper contre les droitiers, il est capable de frapper la longue balle, mais incapable de jouer en défensive, puis il amène pas grand-chose d'autre que sa puissance au bâton. Euh, donc, si c'est pour un Vogelback, un Voto qu'on a fait ce mouvement de personnel-là, je ne suis pas vraiment d'accord. Si c'est pour que Clement prenne une place plus grande dans la formation, mais là, ça fait du sens, puis c'est probablement vers là que les Blue Jays pensent. En fait, je pense que les deux sont vrais parce que Ouais. Clement va faire sa place et est déjà sur l'alignement de 40 joueurs, mais ils ont libéré une place aussi. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans les majors, tu es dans l'alignement de 26 joueurs, mais tu es aussi dans l'alignement de 40 joueurs. Puis si tu veux en sortir, il faut que tu sois libéré, donc désigné pour assignation, quelque chose comme ça, ou sur la liste des blessés à long terme. Les Blue Jays avaient besoin de faire de la place parce que avec la blessure de Danny Jensen, il va avoir un receveur comme Brian Servant, quelque chose comme ça, qui va faire le club. Il va falloir l'ajouter à la liste de 40 joueurs. Et c'est pour ça que je disais en début d'émission que Espinal a été changé contre un lanceur qui n'est pas sur le 40-man roster, qui n'est pas sur l'alignement de 40 joueurs. Donc, on vient de faire de la place là. On va probablement aussi faire de la place à un Vogelback ou un Voto. Je pense que ça risque d'être Vogelback pour commencer la saison. Donc, ça prenait ce genre de décision-là pour que les Blue Jays puissent arriver à un alignement de début de saison qui va probablement comprendre Brian Servant en attendant le retour de Danny Jensen, un Alejandro Kirk. On s'attend à voir Justin Turner, Vladimir Guerrero Jr. au premier but et comme frappeur de choix. Dis-moi ce que tu en penses. J'ai l'impression que Kevin Biggio, jusqu'à preuve du contraire, est le joueur partant au deuxième but. Ben, présentement, on n'a pas vraiment d'autres options. Oui, on pourrait mettre un Ouais. Clement, mais ça va être Bijo qui va être notre joueur de deuxième Mhm. but partant. Ce qui dénote un peu un manque de profondeur chez les Blue Jays, surtout à l'avant-champ, puis surtout dans le milieu de l'alignement offensif. Il nous manque quelques pièces. Puis là, la blessure de Danny Jensen qui aide pas non plus parce que là, on va avoir un Allen Rocourt qui va être le partant sur une base régulière. C'est pas nécessairement ce qu'on veut. On aimerait mieux avoir Jensen derrière le marbre et Kirk à quelques occasions comme frappeur de choix, mais là, ça ne sera pas le cas pour débuter la saison. Mais tu sais, ça reste, même quand Danny Jensen va revenir, il est souvent blessé, donc ça pourrait réarriver durant cette saison-là. Donc, il nous manque quelques pièces pour espérer passer au prochain niveau chez les Blue Jays. Ça ne veut pas dire qu'ils vont adresser ces problèmes-là durant la saison non plus. Non, exactement. Donc, on verra comment ça va se faire à ce niveau-là. Donc, on était rendu à Bijo au deuxième but. Il va y avoir Clement qui va être dans le mix aussi. David Schneider qui va être dans le mix. IKF, Isaiah Kenner-Falefa, probablement le partant par défaut aussi au troisième but la majorité des jours. Beau Bichette qui est là. Le champ, évidemment, il y a présentement, on s'attend à voir juste 3 voltigeurs qui commencent l'année, des voltigeurs peu et durs, réguliers. Dalton Varsho, Kevin Kiermaier et George Springer qui devraient être les 3 partants. Et c'est ça un petit peu le problème que j'ai avec les Jays, c'est qu'on dirait que la répartition de la profondeur est spéciale. Tu as tellement de joueurs qui sont répartis comme ça à l'avant-champ. Tu as juste 3 voltigeurs réguliers. Je sais que Kevin Biggio peut jouer dans le champ extérieur. Je sais que David Schneider peut jouer au champ extérieur. IKF peut y aller aussi au besoin. Mais tu as quand même juste 3 voltigeurs peu et durs réguliers. Et tu vas probablement faire une place à un gars comme Daniel Vogelback. Ce qui veut dire que tu vas avoir 3 gars, Vogelback, Guerrero Jr. et Turner, qui peuvent à peu près juste jouer au premier coussin. C'est pas exactement la marque d'une équipe polyvalente. Non, c'est pas idéal. Puis quand on pense aux voltigeurs, bien, George Springer a souvent besoin des journées de congé ou va remplir le rôle de frappeur de choix. Donc là, ça Ouais. ouvre un trou justement pour les IKF et Kevin Biggio de ce monde qui vont jouer au champ extérieur. Mais c'est surtout dans le cas de IKF, c'est pas un joueur naturel de champ extérieur. Il peut jouer à peu près partout, le fait avec les Yankees, mais c'est pas nécessairement ça que tu veux avoir la plupart du temps en défensive. Puis là, on parle pas des blessures. Donc, comme tu as dit, c'est la répartition un peu de tout ça. Puis c'est ce qui nous amène aussi, si on envoie un Kevin Biggio au champ extérieur ou un AKF, ben peut-être qu'on aurait aimé avoir un Santiago Espinal à l'avant-champ pour essayer de Mhm. stabiliser cette défensive-là, mais là, on ne l'aura pas. Puis, comme tu l'as mentionné, ben, Vogelback va être assis au banc. Justin Turner, dans la majorité des cas, va l'être aussi. Donc, tu sais, ça revient au manque de profondeur puis au manque de certaines pièces dans cette équipe-là.
Mais hey, Sébastien, c'est pas grave parce que tout le monde à Toronto est content que Joey Votto soit là. Il va régler tous les problèmes, lui, là. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu la pensée magique. On ne dit pas qu'il apporte absolument rien à cette équipe-là, mais Non, c'est exact. vraiment pas ce que les Blue Jays ont besoin en ce moment, là. Non, vraiment pas. Écoute, il va apporter du leadership à Buffalo pour commencer. Tant mieux si ça peut aider certains jeunes. Tant mieux s'il y a des espoirs. Aurelvis Martinez, par exemple, qui pourrait pousser. Il n'a pas eu beaucoup sa chance, Aurelvis Martinez, là, durant le camp d'entraînement. On dirait que les dés étaient pipés un peu. Qui aille continuer de se développer dans le 3, puis j'ai l'impression qu'on va le voir, ceci dit, en cours de saison. Sébastien, le veston des circuits qui est disparu en 2023 à Toronto, il est revenu un peu d'actualité parce que Vlad Guerrero Jr. a dit qu'il aimerait ça revoir le veston des circuits. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve spécial, c'est que ça peut. Écoute, dis-moi si je me trompe, là, mais les Blue Jays ont été parmi les premières équipes, du moins, à avoir une célébration comme ça de circuit en 2022. C'était pas commun. Puis depuis ce temps-là, toutes les équipes où à peu près ont commencé à avoir une célébration spéciale. Puis en 2023, John Schneider, il a dit non, ça marche pas. On va célébrer les coups sûrs, puis les vols de but, puis toutes les petites actions. Mais c'est pas excitant pour les joueurs. Puis ça s'est comme ressenti un petit peu, je trouve, à Toronto. Et là, tout le monde a une célébration. Les Jays n'en ont pas. On dirait que le veston des circuits est devenu une paria à Toronto. Pourquoi ils font pas juste le ramener? Ouais, ben ça serait la solution simple. Mais là, tu as parlé de célébrer des vols de but puis des petites actions, mais à Toronto, il n'y en a pas beaucoup, hein. Des vols de but Non, puis des en amortis effet. sacrifices, ça ne fait pas trop partie de l'identité du club, donc on ne célèbre pas Ça, on s'entend. grand-chose en ce moment, là. Mais oui, on pourrait le ramener. J'ai aucun problème à ce que ce veston-là revienne dans l'abri des Blue Jays. Si ça peut ramener le plaisir dans cette équipe-là. Il me semble qu'on a senti l'an dernier qu'il manquait un petit quelque chose. Tu sais, Vladimir avait pas l'air très heureux. Peut-être que ça s'est reflété sur ses performances. Tu Mhm. sais, dans le temps, oui, on avait le petit trio qu'on appelait, qui peut-être avait un petit peu trop de plaisir à certains moments, mais ça amenait d'autres choses d'un autre côté. Il y avait du fun à jouer au baseball, puis on ne l'a pas trop Mhm. vu l'an dernier. Donc oui, on pourrait le ramener. La seule chose, c'est que si on perd 10-1, puis qu'on a un circuit en solo, peut-être qu'on peut le laisser accrocher puis le sortir dans le match suivant. Mais sinon, là, aucun problème. On ramène le plaisir dans l'abri puis dans le vestiaire. Puis c'est peut-être ça qui va faire la différence. Tu sais, avec des leaders comme George Springer qui aiment avoir du plaisir aussi, on l'a vu à certains moments, Ouais. tu sais, qui s'amusait avec les joueurs adverses, avec ses coéquipiers. Donc, il faut ramener cet esprit-là à Toronto qu'on a un peu perdu dans les dernières années. Sébastien, je fais une petite parenthèse pour dire qu'on est écouté en France présentement. Oh, Baba qui nous dit bonjour des fans de France. On te dit bonjour. On il te doit dit être tard merci en d'être France, là, là. considérant le. C'est Oui, ça que j'allais dire. Il doit être 2h, 2h15 du matin présentement en France. Donc, merci beaucoup d'être à l'écoute. C'est super apprécié. Sébastien, restons là chez les Blue Jays. La rotation, on sait que José Berrios a été nommé le lanceur partant pour le match du 28 mars. Il va être suivi de Chris Bassett et de Yusei Kikuchi. On a appris jeudi en fin d'après-midi que Bowden Francis a gagné sa place dans la rotation, devrait être le quatrième lanceur. Outre le fait qu'évidemment, il y a beaucoup de blessés. C'est un gars qui le mérite quand même. Là. Il a bien lancé au camp d'entraînement. Puis il est arrivé pas le premier là, dans cette course-là pour se gagner le poste de cinquième partant parce que, bon, évidemment, Kevin Gossman, on ne sait pas s'il va être prêt. Mais sinon, on se dit, ben écoute, le poste était à Alec Manoa, s'il peut le gagner. Ah, sinon, ben, il y a Yariel Rodriguez. Ah, Mitch White qui est bon. Fait il partait vraiment pas premier dans cette course-là. Puis là, on le voit comme quatrième partant. Je sais que, comme je l'ai dit, qu'il y a des blessures, mais franchement, bravo à Bowden Francis qui a pris une opportunité puis qui a parti à courir avec. Là. ouais, puis c'est pas une question de blessure en ce moment parce que là, il prend le poste de quatrième partant. Quand Kevin Gossman va être de retour, va être relégué au cinquième rang, mais si c'est son poste, ça va devenir son poste, le cinquième partant. Puis oui, c'était Alec Manoa qui avait ce rôle-là. La porte était grande ouverte pour lui. Il ne l'a pas saisi. Oui, il est blessé, mais on connaît les circonstances. Donc, c'est vraiment Bowden Francis, par ses performances, qui a pris ce poste-là parce que dès que Manoa s'est blessé, bien là, la porte s'est ouverte, puis c'était un peu une lutte à deux avec Yariel Rodriguez. Puis tout de suite, on a senti que Bowden Francis a pris les devants dans cette course-là, puis il n'a jamais regardé derrière. Puis c'est des performances qui sont solides. Oui, c'est le camp d'entraînement. Oui, ça ne veut pas nécessairement tout dire, mais de le faire dès maintenant, de partir la saison du bon pied, mais c'est ça qui lui a permis d'avoir son poste en ce moment.
Sébastien, on a des commentaires là, dans la liste de commentaires qui me rappellent les débuts de Passion MLB avec Danny Caron, qui nous dit bonjour, qui est content de nous voir. Merci, Danny, d'être d'être à l'écoute. Ça fait un petit bout qu'on s'est jasé. On se rejasera de tes Phillies qui, je pense, vont connaître une belle saison. J'ai un bon feeling par rapport aux Phillies de Philadelphie. Et Simon Holmes, aussi un ancien, qui lui est beaucoup plus du côté des Giants que du côté des Phillies, qui nous rappelle que c'est long une saison de baseball et que ça prend beaucoup de camaraderie. Évidemment, Simon qui nous rappelle ce que Bruce Bochy a réussi à faire avec le Texas. Évidemment, un gérant qui n'est pas de la trempe de John Schneider, on va le dire. On va le dire comme ça. Et Baba qui nous rappelle, qui nous dit, en fait, qui nous remercie pour nos articles. Merci beaucoup de nous lire. Merci de nous écouter à tout le monde. Sébastien, maintenant que le bloc sur les Blue Jays est fait, passons à ce qui se passe un petit peu plus loin là, du côté du baseball majeur. Parlons du sujet de l'heure dans le baseball majeur et c'est évidemment ce qui se passe chez les Pirates de Pittsburgh. Évidemment, la saison du baseball majeur qui a commencé mercredi et jeudi matin en Amérique du Nord. Il y a eu des matchs de baseball de saison régulière à Séoul entre les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego, des matchs qui ont été assez mouvementé quand même. Donc, revenons sur ces matchs-là, puis après, on passera évidemment à Shohei Ohtani, qui a été le vrai sujet de la semaine, là, qui fait beaucoup jaser depuis hier. Premier match, donc, justement, de Shohei Ohtani avec les Dodgers, ça s'est passé en sol asiatique. Premier match comme vrai régulier de Mookie Betts à l'arrêt-court. Ça a été les débuts de plein de joueurs avec leur nouvelle équipe. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux matchs-là qui ont eu lieu et qui font en sorte que les Dodgers doivent abandonner leur rêve d'une saison parfaite? Oui. Ben, tout d'abord, je ne sais pas pour toi, mais c'est le fun du baseball le matin, comme ça, en se levant. Ça fait changement un petit peu. On n'en a pas vraiment le reste de la Non, en saison. effet. Donc, on débute la campagne d'une autre façon. Donc, c'était plaisant de voir ça. Ça a été deux matchs vraiment différents. Le premier, plus à bas pointage. Le match de ce matin, ben là, c'est de jeudi matin, c'était vraiment quelque chose d'autre. Là. Dès la première manche, on a eu beaucoup de points. Yoshinobu Yamamoto, qui ne l'avait pas vraiment, comme ses derniers départs au camp d'entraînement, a été retiré après seulement une manche de travail. Donc, ça a été vraiment un match offensif qui s'est terminé par la marque de 15-11. Donc, c'était deux matchs complètement différents. Puis, on a vu certaines choses. Hein. D'abord, Yamamoto, ses difficultés sur la butte. C'est sûr qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un temps d'adaptation. Il n'est probablement pas encore passé, mais on a certaines préoccupations. Je ne dirais pas des inquiétudes, mais on a des préoccupations sur ce que Yamamoto pourra amener au monticule pour les Dodgers et aussi défensivement. À l'avant-champ pour Los Angeles, c'est très, très difficile. On l'a vu dans les deux matchs. Est-ce que ça va se refléter tout au long de la saison? C'est sûr que là, c'est seulement le début, mais on voit que s'il y a une lacune dans cette équipe-là, à part la rotation partante, bien, c'est la défensive. Puis on en a vu plusieurs exemples dans ces deux rencontres-là. Ouais, même les gants qui suivent pas Oui, toujours, hein, avec oui, c'est ça. Jake Cronenworth. Ils sont pas C'était prêts, pas de les sa gars. faute, mais ça d'ailleurs, là, tu sais, il y en a qui étaient fâchés de voir que c'était considéré comme un coup sûr. Ceci étant dit, je me mets dans la peau d'un lanceur, puis ce serait dommage de voir que la moyenne de points mérités monte à cause d'une erreur comme ça. Donc, je pense qu'on est aussi bien de faire en sorte que ça passe sur le dos ça passe sur le dos du joueur de position à la place de celui du lanceur. Donc, écoute, ça va sûrement faire jaser à un moment donné les propriétaires, puis ils vont s'ostiner là-dessus, puis ils vont nous donner une grève. Ça, c'est pas impossible. On a quelques commentaires, Sébastien, mais je vais les garder pour un petit peu plus tard parce que un peu plus tard dans l'émission, Sébastien et moi, on va faire nos prédictions sur le classement dans la nationale en vue de la prochaine saison. Évidemment, ça a été fait avant les matchs entre les Padres et les Dodgers, mais entre vous et moi, une fiche de 1-1, ça ne change pas grand-chose à ce qu'on allait prévoir de toute façon. Les Dodgers sont une puissance, même si on perdu le match d'aujourd'hui, ça n'affecte pas ma prédiction, donc on y reviendra là, avec certains commentaires un petit peu plus tard. Mais là, je veux qu'on parle de Shohei Ohtani parce que c'est énorme ce qui est sorti mercredi soir. La nouvelle en lien avec le traducteur de Shohei Ohtani qui lui aurait, selon les avocats d'Ohtani, volé 4,5 millions de dollars pour régler ses dettes de jeu. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, je n'avais pas ça sur ma carte de bingo entre le match 1 et le match 2 à Séoul. Là.
Non, je l'avais pas non plus, puis j'aurais pas de bingo. C'est vraiment une nouvelle spectaculaire, puis qui sort de nulle part. Puis je sais pas pour toi, mais moi, je comprends pas vraiment toute cette histoire-là. Comment est-ce qu'un interprète peut avoir accès au compte de banque? Tu sais, même si c'est des amis, là, je veux pas te décevoir, Charles, mais tu auras pas accès à mon compte de banque, pas prochainement, là. Fait que, tu Ça sais, va je sais prendre pas. quoi? Ah, on s'en reparlera. Mais OK, je OK. tu sais, je sais pas exactement comment ça s'est fait. On a entendu que l'interprète, tu sais, au début, disait que c'était Otani qui avait réglé ses dettes. Là, après ça, finalement, Otani était pas au courant. Donc c'est vraiment spécial cette histoire-là. Je sais pas comment ça va finir, mais présentement, ça sent pas très bon. Non, ça sent pas très bon. Puis surtout, on dirait qu'il y a plein de versions à cette Ouais. histoire-là. Tu sais, quand est-ce qu'il l'a appris? Il y a des versions qui disent qu'il savait qu'il y avait des dettes puis qu'il l'a aidé. Là, il y a une version d'ESPN qui est sortie comme quoi que il l'a appris en même temps que tout le monde quand IP a fait son petit discours dans le vestiaire pour dire ben j'ai des problèmes de jeu, il va y avoir une enquête puis je m'en vais, j'ai perdu mon emploi. Donc on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il l'a appris. Moi, je pense que ce qui me trouble le plus, c'est que on voit des images à la fin du match numéro 1 à Séoul. Vers la fin de la partie, ben, on voit IP qui va jaser à Shohei Otani, puis les deux se jasent comme des grands chums, parce que c'est ça, c'est des grands chums quand même depuis des années. Puis là, une couple d'heures après, on apprend que les avocats de Shohei Otani accusent IP. Donc, tu te dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces heures-là? Quand est-ce qu'il l'a appris? C'est une situation qui est complètement folle, là. Ouais, puis comme tu dis, il discutait, il blaguait, il avait l'air d'avoir du plaisir, puis quelques heures plus tard, c'est tout autre. Puis moi, j'ai de la misère à croire que les avocats, tu sais, accusent IP, mais sans en avoir glissé un mot à Otani, ça se peut juste Ah non, pas. Donc évidemment. donc, Évidemment. tu sais, il nous manque des éléments dans cette histoire-là. Il y a des pièces du casse-tête qui manquent. Puis j'ai comme pas le goût de voir comment ça va se terminer. J'ai comme tu sais, j'ai une petite crainte, par rapport à Otani lui-même, par rapport à tout ce qui s'est passé autour de ça, à quel point il était au courant, qu'est-ce qu'on ne sait pas présentement? Est-ce que ça va plus loin? Ça a d'autres ramifications? J'en ai aucune idée, mais présentement, c'est vraiment weird, là. C'est vraiment spécial. Puis il y a un commentaire qui revient souvent, puis c'est Baba qui nous l'amène. Ça reste très flou, cette histoire. Tout de même, j'ai un peu le sentiment que l'interprète prend tout à sa charge. Puis c'est vrai que c'est un commentaire qui est revenu de dire est-ce que c'est pas, tu sais, là, on rentre un peu dans une théorie un petit peu plus élevée, mais est-ce que c'est pas Shohei Otani qui avait des problèmes et c'est l'interprète IP qui prend ça sur ses épaules pour le protéger? Moi, j'ai de la difficulté à le croire et on dirait l'argument qui me fait réaliser, c'est si Otani avait des problèmes de jeu, il n'aurait pas reporté son salaire sur 10 ans supplémentaires. Tu sais, il aurait peut-être demandé à l'avoir dès maintenant, même si évidemment il fait beaucoup d'argent dans le contrat de publicité, là, je suis d'accord avec ça. Mais c'est quand même une question qui se pose à ce point-ci parce que selon une des versions qui existent, on ne sait plus laquelle, mais selon une des versions qui existent, il y a quand même eu un versement d'argent de la part à Otani pour ça. Donc, est-ce que c'est juste pour aider un chum ou est-ce que c'est pour plus? Donc, c'est quand même une question qui est légitime à se poser dans les circonstances parce qu'en ce moment, on ne sait pas grand-chose, même s'il y a beaucoup d'infos qui circulent un peu partout, là. Non, on ne sait rien, puis on dirait qu'Otani ne sait rien non plus, alors que s'il y a un versement qui a été fait, il devrait être au courant. Si ses avocats avaient fait des démarches au préalable, tu sais, ça sort pas, ça s'est pas fait entre le match numéro 1 et le match numéro 2 de cette série-là que par hasard, les avocats ont décidé d'accuser l'interprète. Donc, tu Exact. sais, moi, c'est la position d'Otani dans cette situation-là qui me rend perplexe. Peut-être qu'il n'y a Mhm. absolument rien à voir, que tu sais, peut-être qu'il n'est pas au courant de tout, mais ça nous laisse des questions en suspens pour le moment, puis on n'a aucune idée comment ça va se terminer. Non, exact, on le sait pas. Puis je pense que, tu sais, quand il y a une situation comme ça, le mieux que tu peux se faire dans un damage control, c'est de dire quelque chose pour au moins essayer d'enlever le bruit qui court puis essayer de tuer certaines rumeurs dans l'œuf. Visiblement, c'est pas la stratégie qu'on a adoptée parce que chez les Dodgers, on n'adresse pas la situation. Shohei Otani, qui a pas parlé aux médias, je suis pas étonné pour deux raisons. Un, il y avait pas d'interprète pour l'aider. Puis il n'y en avait pas Mais d'autres, là. Tu sais, nulle part en non, Corée, il y en avait, là. non, C'était le il n'y a seul. personne d'autre qui Non, parlait japonais et non. anglais en Corée. Ça, c'est impossible à trouver. C'est beaucoup trop Mais loin du deuxièmement, Japon. parce que c'est ça. Mais deuxièmement, parce que Otani, c'est pas un habitué des caméras. Tu sais, quand il a subi son opération,
Écoute, non, même pas. Quand il a arrêté de lancer en août dernier, il n'a pas reparlé jusqu'à temps qu'il signe avec les Dodgers. Tu sais, il a gagné le MVP, puis il était supposé être interviewé, puis là, ben, on n'avait pas fait nos tests avant, puis son micro ne fonctionne pas de chez lui. Zut de zut, on ne pourra pas y parler. Mais comme c'est dommage, comment aurions pu éviter une telle situation? Tu sais, c'était ridicule. On accepte du côté de la MLB que ce gars-là parle pas souvent, puis c'est correct dans une certaine mesure où ça lui permet de produire sur le terrain. Mais dans une situation comme ça, je te dis pas qu'il va arriver devant les médias, puis que dans un anglais parfait, puis dans un japonais extraordinaire, dans les deux langues, il va tout nous dévoiler ce qui s'est passé. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais à un moment donné, rapidement, il va falloir qu'il parle. Et c'est correct que ça n'ait pas été jeudi matin ou jeudi soir en Corée, parce que c'est encore une situation qui est fraîche, mais il faudra pas que ça tarde à son retour en Arizona ou à Los Angeles. Là. Non, exactement, ça va prendre des explications, puis je pense pas que les journalistes de Los Angeles vont lâcher le morceau, puis ça pourrait devenir une distraction. Les Dodgers en ont pas besoin présentement, ils ont d'autres choses à gérer, ils ont un championnat à aller chercher, ils ont des problèmes à régler au sein de leur formation, donc tu veux pas ajouter cette distraction-là dans une saison qui est si importante, donc tu dois l'adresser rapidement. Comme tu as dit, c'est pas le moment présentement. Mais là, on revient en sol nord-américain. Puis là, la saison va débuter pour vrai dans la prochaine semaine. Donc, ça va être le moment là, très tôt de régler ces petites choses, puis au moins faire une déclaration pour que les pièces du casse-tête se placent un peu. Probablement qu'on n'aura pas le fond de l'histoire, mais au moins, ça va prendre une version. Jusqu'à quel point ça va affecter les Dodgers, tu penses? Ou tu sais, même plus que les Dodgers, à quel point ça va affecter Otani? Parce qu'il a eu l'air de bien jouer quand même jeudi. Là, il est passé 2 fois quand même très, très proche de frapper la longue balle. Puis on sait que s'il avait été dans un stade où les clôtures n'étaient pas si éloignées, il y aurait peut-être 2 circuits déjà à sa fiche. Donc, il n'avait pas l'air super affecté niveau bâton, mais à un moment donné, ça va peut-être commencer à lui jouer dans la tête, à Shohei Otani aussi. Jusqu'à quel point tu penses que ça peut l'affecter, ça? Ben, je pense que ça va dépendre de la vérité de la chose, dans le sens que si vraiment il y a un lien dans cette histoire-là, bien, probablement qu'on va voir un impact sur son jeu. Si vraiment il est détaché puis qu'il y a vraiment une version qui s'explique, puis qu'on la donne rapidement, ben, on va rapidement passer à autre chose, puis on va oublier l'interprète, on n'en parlera plus du reste de la saison. Donc, vraiment, ça va dépendre de ce qui est, où la vérité se situe dans cette situation-là. Je ne pense pas que ça va affecter son jeu. Par contre, si on n'adresse pas cette situation-là, bien, probablement que les Dodgers, à force de s'en faire parler à tous les 2 jours, bien, il va avoir des impacts sur le jeu sur le terrain. Clairement, il y a une situation de gestion de crise en ce moment là, Mhm. qui se passe du côté de Los Angeles. D'ailleurs, penses-tu que Toronto, puis Chicago, puis San Francisco, puis les Angels se disent ouais, on n'a peut-être pas eu Otani, mais ouais, au moins on évite ça. Ben, oui et non, dans le sens que de pas avoir les services d'Otani sur le terrain, je pense que n'importe quelle formation prendrait Ouais, Otani peut-être. dans son club, là. Mais c'est Ouais. sûr que tu veux éviter d'avoir cette distraction-là. Puis si jamais cette histoire-là finit mal, ben là, tu vas pouvoir t'en laver les mains et te dire, bon, finalement, on s'en est sauvé. Mais pour le Mhm, moment, on n'en est pas là. Donc, tu sais, je pense que mhm. le gain d'avoir Otani dans ton club vaut plus que ce qu'il pourrait amener en ce moment en considérant les distractions. On a quelques sujets à continuer de parler, puis après, on ira à nos prédictions. Là, je vois qu'on a beaucoup de messages par rapport justement aux prédictions. J'en vois un. Yves, je vais t'avouer, d'habitude, je suis assez en direct, mais là, je le vois pas parce qu'on est en train d'enregistrer. JD Martinez avec les Mets, est-ce que c'est un souhait ou est-ce que ça vient de Oh, je l'ai sortir pas vu. dans les médias? Donc, écoute, si JD Martinez signe avec les Mets, ce sera quand même un bel ajout. Là, on en glissera un petit mot là, durant notre bloc sur les Oui, prédictions. OK, 1 an. OK, Oui, 1 an, OK. 12 Est-ce qu'on... millions. Ah, ben oui, je viens de voir Yves qui nous dit 1 an, 12 millions aussi. OK, belle signature quand même là, des Mets qui vont bloquer certains jeunes qui auraient pu avoir du temps de jeu là, au poste de frappeur de choix, mais d'ajouter un joueur comme lui, là, je pense que ça peut être bon là, pour la culture de l'équipe. Merci Yves pour cette information-là. Mais je ne sais pas pour toi, Euh, juste pour finir sur ce dossier-là, tu sais, le fait 1 an dans une année où est-ce qu'on sait qu'on n'ira pas très loin, tu as parlé de bloquer des jeunes. Pour moi, tu sais, oui, c'est sûr qu'on amène un bon bâton, une excellente saison l'an dernier, mais je ne sais mhm. pas si c'est la chose à faire dans les circonstances. Tu sais, mettons, dans 2 ans, j'aurais compris. L'an prochain, ben, cette année, je suis comme pas sûr. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a une partie de moi qui pense que ça peut faire du bien de laisser
de donner un peu de présence de vétéran à une équipe qui va être, pas jeune, parce qu'il y a quand même d'autres vétérans, mais c'est un gars qui a vu quand même beaucoup de millage, donc j'haïs pas ça. Puis tu peux le flipper à date limite aussi des transactions à limite, là, si t'es Aussi. pas dans la course, ce qui risque d'être le cas pour les Mets. Donc, dans Mhm. cette optique-là, je déteste pas ce que les Mets de New York viennent de faire. Puis j'aime ça quand une équipe est dans l'action. Puis regarde, il restait un gros poisson comme ça sur le marché de l'autonomie. Donc, tant mieux s'il y a une équipe qui en profite. Puis je suis pas étonné de voir que Steve Cohen, malgré tout, n'a pas peur de mettre la main dans ses poches. Euh, je voulais qu'on parle de Kurt Schilling un petit peu. Tu sais, Kurt Schilling qui a fait parler de lui, évidemment, là, pour les très, très bonnes raisons. Hein, avec le dossier de Tim Wakefield, c'était vraiment sa place là, de dévoiler publiquement qu'il est atteint d'un cancer, puis il l'a fait finalement quelques jours avant, malheureusement, son décès. Il y a la femme de Tim Wakefield aussi qui est décédée quelques mois plus tard. Et là, en début de saison, chez les Red Sox, on décide d'honorer l'édition 2004 des Red Sox, qui a été une édition importante pour toutes les raisons qu'on connaît dans l'histoire. Ça fait 20 ans cette année, c'est un anniversaire important. Et comme Tim Wakefield était de cette équipe-là, on se dit, on va honorer d'une pierre deux coups. On va honorer aussi la famille Wakefield. Et là, Kurt Schilling, qui était invité parce qu'il était aussi là en 2004, décide de ne pas se pointer aux célébrations. Je classe ça dans la catégorie des bonnes décisions parce que on s'entend-tu que les partisans des Red Sox, là, je pense pas qu'ils se seraient levés pour l'applaudir, Kurt Schilling. Non, les partisans des Red Sox, les anciens joueurs des Red Sox, tu sais, tous ceux qui ont côtoyé Tim Wakefield, tu sais, je pense pas qu'ils souhaitaient voir Kurt Schilling dans cet événement-là. Puis, tu sais, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il va bien, Kurt? Parce que depuis son départ, depuis sa retraite, on dirait qu'il a pris une tangente qui l'éloigne un peu de la Mhm. réalité. On dirait qu'il va pas très bien. Tu sais, de prendre ce genre d'initiative-là de dévoiler un cancer pour quelqu'un qui ne souhaitait pas que ça soit dévoilé au grand public. Puis qui avait son épouse aussi dans ça. Tu Mhm. sais, on dirait que Schilling n'avait pas réfléchi à ses actions. Donc, vraiment, de ne pas le voir là, c'est la meilleure des décisions, c'est la meilleure des choses. Puis je pense que ça leur aurait un peu envoyé le focus à la mauvaise place. On célèbre un bel événement pour les Red Sox, donc pas besoin d'avoir. Mhm. On parlait de distraction tantôt, c'en est une dans un autre contexte. Donc, c'est la meilleure des choses qui va se produire. Ça va probablement être la plus belle célébration de l'année du côté de Boston. Là. Je veux pas être chien, mais c'est ça Oui, pareil. Là. c'est ça. Aussi bien en profiter à Euh, fond. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, tant qu'à être chien avec une grosse équipe de l'Est de l'américaine, grosse équipe, Ah, je veux dire gros marché, soyons chiens avec les Yankees de New York. Sébastien, ils se sont trouvés un partant pour le 28 mars. C'est donc bien le fun. Ça n'a pas été facile, mais c'est Nestor. ben Yay! oui, ben oui. Je ne sais pas pourquoi je te voyais venir, mais en tout cas, ça... C'est pas parce qu'on s'est fait un plan avant quand même. non, non, non. OK, OK, OK. Mais oui, Nestor Cortez qui va être le partant des Yankees. C'est une bonne chose parce que, tu sais, on dirait qu'on s'alignait sur un opener pour le match d'ouverture. Je pense que c'est mieux d'avoir un partant qui est dans la rotation, qui a été solide dans les dernières années. C'est sûr qu'il est fragile physiquement, mais c'est un excellent lanceur qui peut sortir des lancers un petit peu funky. Donc, c'est une bonne chose d'avoir Nestor Cortez sur la butte pour les Yankees. Puis ça va amener quand même une certaine stabilité. Si tu commences la saison avec un opener en sachant pas trop qui va être le partant suivant, qui va remplacer Garrett Cole dans cette rotation-là durant Mhm, les nombreuses semaines où Cole va être à l'extérieur du terrain. Je pense que ça stabilise un petit peu cette rotation-là. Ça n'empêche pas qu'au rang 4 et 5, on manque de profondeur. Présentement, on a un Clark Schmidt, un Louis Gill qui vont remplir ces rôles-là. Mais au moins, on va débuter la saison avec un Nestor Cortez, Carlos Rodon, Marcus Stroman dans l'ordre ou dans le désordre. Mais au moins, ça donne un air d'aller à cette saison. Benoît, qui a une question depuis tantôt, je la sauvais pour la partie sur les Yankees, qui nous dit ça s'annonce pas bien pour ces Yankees de New York. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre, Benoît? Mais c'est sûr que tout va dépendre de l'état de santé de Garrett Cole, de l'état de santé d'Aaron Judge, qui présentement, ça semble bien aller, mais on n'a aucune idée comment ça va se dérouler au sein de la saison. Donc, ça va passer par ces deux leaders-là. Tu as le capitaine Judge qui, s'il est à l'écart du rôle offensif, on l'a vu l'an dernier, ça change complètement cet alignement-là. Il y a des frappeurs qui ne sont pas dans leur chaise et là, bien là, on descend l'alignement puis on a des problèmes. Donc, ça va passer par
l'infirmerie. Si un Giancarlo Stanton peut rester en santé toute l'année, bien probablement que les Yankees vont connaître du succès. Sinon, bien, on peut oublier ça comme l'an dernier. C'est sûr que Rodon, comme le souligne Benoît aussi, là, s'il continue de bien lancer, ça peut faire quand même une bonne différence là, pour les Yankees de New York. Mais Ils vont avoir besoin. ça revient à la même chose. Rodon aussi, il est fragile. S'il est en santé puis qu'il lance comme il a lancé jusqu'à maintenant, ça va être extraordinaire. Mais est-ce qu'il va être capable, il va être en mesure de le faire toute l'année? Mais c'est là la question. Absolument. Sébastien, passons justement à ce côté des prédictions, puis on intégrera là, certains commentaires qu'on a eus là, de plusieurs personnes par rapport à certaines équipes là, du côté de la nationale. On a fait l'américaine la semaine dernière. On était accompagné aussi d'Antoine Desrosiers. Cette semaine, Tony qui n'est pas là. Mais depuis quelques jours déjà, là, Sébastien, tu publies là, des articles sur le passionmlb.com avec les prédictions de toute l'équipe. Donc, ça va sortir au cours des journées. Donc, si vous voulez voir les prédictions de l'équipe à ce niveau-là, si vous voulez voir pas juste donc moi et Sébastien, mais quelques autres membres qui ont décidé de se mouiller, vous irez sur le passionmlb.com. Sébastien, Est de la nationale division qui Benoît l'a dit, là, Atlanta, tout va bien, ils vont gagner la nationale. Ça va être une dure lutte avec les Dodgers et avec d'autres équipes comme ça, mais au classement de la saison régulière, dans l'Est, ce serait étonnant qu'une autre équipe qu'Atlanta gagne, même si évidemment les Phillies sont très bons, là, mais c'est la division d'Atlanta à perdre, on va se le dire comme ça. Exactement. Puis tu as mentionné les articles de prédiction qu'on publie. Celui d'aujourd'hui, c'était justement sur la section Est de la Ligue nationale. Puis c'est très rare, mais on a un consensus que parmi toute l'équipe, les Braves d'Atlanta vont terminer au premier rang et les Phillies de Philadelphie au deuxième rang. Donc, c'est rare que tous les chroniqueurs s'entendent sur deux positions, surtout les deux positions de tête. Donc, je pense que vraiment, ça va être ça qui va arriver. Les Braves qui ont une équipe tellement complète avec beaucoup de profondeur. On a ajouté un Chris Sale, par exemple, dans la rotation. Peut-être que c'était un petit manque qu'on avait. Donc, vraiment, tout est en place. Si on est en santé, je ne vois pas comment les Braves peuvent terminer ailleurs qu'au premier rang de la section puis d'avoir le titre de la division. Ceci étant dit, il y a les Phillies quand même qui sont intéressants. Moi aussi, j'ai Atlanta au sommet. Je place Philadelphie en deuxième. On a vu par contre dans les dernières années à quel point de gagner la division, ça peut aider quand même à se rendre loin. Là, les Phillies qui n'ont pas gagné dans les 2 dernières années, ça ne les a pas empêchés de sortir Atlanta. Ça ne les a pas empêchés de se rendre en série mondiale ou du moins à un match de la série mondiale en 2023. Danny, par contre, qui nous parle de ses Phillies, qui nous écoute, là, du moins qui nous écoutait là, il y a quelques minutes, au lieu d'écouter le March Madness, donc ça veut dire beaucoup, le connaissant le bon Danny. Est-ce que tu aurais aimé ça, les voir signer un partant de plus ou un closer? J'avoue que moi, là, la relève des Phillies, là, elle ne m'a jamais vraiment nécessairement inspiré confiance. Il y avait Kimbrel l'an passé, c'était correct, mais là, en plus, tu perds Kimbrel. Donc, ça crée un trou forcément. C'est une formation qui est tellement bien construite. Je me dis, va en chercher un quelque part, un closer. Tu es capable de trouver une équipe qui veut échanger son closer. Là, puis je te dis pas que c'est facile à faire, mais ce serait une pièce qui aurait tellement d'importance parce que si tu deviens closer pour les Phillies, tu peux avoir 40 sauvetages par année puis avoir un gros rôle en série puis finir avec une bague. Là. Oui, exact. C'est la faiblesse des Phillies depuis plusieurs années. On ne semble pas l'adresser souvent en début de saison, mais on va faire des transactions souvent pas loin de la date limite des échanges, comme on l'a fait l'an dernier. On va combler ce besoin-là plus souvent qu'autrement en cours de saison. Puis c'est ça qui nous a amené, entre autres, en série mondiale l'an dernier, qu'on s'est rendu quand même loin en séries éliminatoires. Donc, oui, c'est notre lacune principale. Mais je pense que Dave Dombrowski sait ce qu'il fait, puis souvent va aller ajouter quelques éléments qui vont nous amener au prochain niveau. Puis il sait autant que nous. Si nous, on le sait que la relève est la faiblesse des Phillies, mais lui aussi, il le sait. Puis probablement qu'on va avoir des mouvements de personnel en cours de saison. Sébastien, dans le chat, on a un DG de la MLB. Je pense que Brian Cashman est là parce qu'il y a quelqu'un qui trouve ça bien drôle que Giancarlo Stanton puisse rester en santé. On se souvient évidemment là, des commentaires du DG des Yankees qui avait dit que Giancarlo Stanton allait inévitablement se blesser à un certain point. Il a frappé 3 circuits mercredi soir. On verra ce que ça vaut une fois que la saison sera commencée. On verra s'il sera plus le gars qui monopolise le poste de frappeur de choix qu'autre chose. Mais ça va être quand même assez intéressant à suivre. Danny qui nous dit que pour la suite,
Il y a Atlanta-Philadelphie et il va avec Miami, les Mets et les Nationals. Est-ce que tu as la même lecture de la situation que Danny? Moi, j'inverse seulement les Marlins et les Mets. J'ai mis les Mets au troisième rang. Selon moi, on a plus d'expérience dans cette formation-là. Oui, les Marlins l'an dernier ont bien fait. Puis j'ai toujours la crainte qu'on va échanger nos lanceurs partants chez les Marlins. Donc, il risque de nous manquer un petit quelque chose dans la rotation partante. On a quand même une jeune formation. Donc, peut-être qu'on va manquer encore une fois un peu d'expérience. Puis les Mets, oui, on s'est départi de plusieurs gros noms, mais on a quand même encore des joueurs solides dans cette équipe-là. Puis là, on vient d'ajouter un JD Martinez. Il ne faisait pas partie de l'équation jusqu'à maintenant, mais ça ajoute Exact. quand même un excellent bâton dans le rôle offensif. Donc, mon seul changement, c'est les Mets au troisième rang. Il y a Yves ici que Miami, pas tout de suite qui les voit là, à ce niveau-là. Moi, je pense que Miami va finir devant les Mets. J'ai fait cette prédiction-là avant que JD Martinez signe, mais je la maintiens quand même. Là, je trouve que les Mets, il va manquer de stock un petit peu. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir aussi ce que Luis Severino peut faire parce que forcément, c'est plus la rotation qu'on avait dans les dernières années du côté des Mets. Là, c'est plus du rapiessage qu'on va avoir cette année. Euh, Éventuellement, il y aura peut-être des bons lanceurs partants qui vont s'ajouter là, via les agents libres, là, que ce soit l'an prochain ou peu importe. Mais ça va être quand même une très bonne équipe dans une division qui va être très, très, très relevée. Euh, Danny aussi qui va d'une petite blague par rapport à Chris Sale. Il ne faudrait pas que les Braves décident de mettre des rétro jerseys avec Sale dans l'alignement. Elle est excellente. Ça, c'est le Danny que je connais. Un grand fan de Chris Sale. Sébastien, passons du côté de la centrale. La centrale qui est probablement la seule division des trois où il n'y a pas une équipe gagnante décidée d'avance, là, parce que je ne veux pas vendre notre punch, là, mais je pense que les deux, on a les Dodgers pour gagner l'Ouest. Là. Donc, tu sais, les Dodgers et les Braves qui sont probablement seuls dans leur monde sur papier dans la Ligue nationale. Je ne pense pas que c'est une de ces équipes-là qui va se rendre nécessairement en Série mondiale. Là, je crois beaucoup aux Phillies, même s'ils n'ont pas nécessairement assez de bons releveurs. Mais quand même, là, je pense que c'est une équipe qui peut se rendre jusqu'en Série mondiale. Je pense pas que le gagnant de cette ligue-là va venir de la division centrale, Sébastien. C'est pas une excellente division, mettons. Non, je pense pas moi non plus. Celui qui va remporter cette division-là va le faire un peu par défaut. Je ne dis pas que ça ne sera pas mérité, mais c'est clairement la division la plus faible de la Ligue nationale. On a des équipes qui, selon moi, ont progressé, mais ne sont pas encore rendues au point de se battre avec les géants de la Ligue nationale, comme tu as dit, les Braves, les Dodgers, les Phillies, les Diamondbacks, même qu'on va parler un peu plus tard. Oui. Mais on a des formations qui sont en progression, qui sont un peu en changement. On pense aux Brewers, que moi, je vois au quatrième rang de la division maintenant. On est un peu, tu sais, on a eu quand même plusieurs bonnes saisons avec un Craig Counsell comme gérant. Mais là, je pense que ça va être plus difficile à Milwaukee. Je vois les Cards, je sais que tu ne seras pas nécessairement d'accord, mais je vois les Cards remporter cette division. Quand je parlais un peu par défaut, mais c'est un peu ça que je veux dire, les Cards qui n'ont pas une bonne rotation, on va avoir un Miles McCullough qui va être le partant du match d'ouverture. Donc, ça dénote un manque de profondeur dans la rotation. Par contre, on a des vétérans. On a un Nolan Arenado qui veut prendre son poste de leader, qui veut être un meneur dans cette équipe-là. Je pense qu'il va réussir à le faire. On a de l'expérience. Pardon. Donc, c'est pour cette raison-là que je vois les Cards remporter la division, mais ça n'empêche pas que les Cubs, avec le retour de Cody Bellinger, vont être de la lutte, un peu comme ils l'ont été l'an dernier. Les Reds aussi qui progressent, qui ont d'excellents jeunes dans cette équipe-là, que je vois terminer au troisième rang. Moi, j'y ai été un petit peu par défaut. J'ai mis une équipe au sommet, une équipe qui est meilleure que les autres, mais qui n'est pas nécessairement un grand club. Je suis donc totalement en désaccord de Danny qui met les Reds cinquième. Moi, je mets les Reds premiers. Je pense qu'ils vont se sauver avec cette division-là. Ils vont être tirés par leurs jeunes. Je pense qu'il va y avoir quand même des périodes creuses du côté de Cincinnati, mais s'il y a une division où tu peux te le permettre, c'est celle-là. Les Reds là, qui ont quand même beaucoup, beaucoup de bons jeunes ça continue là, de monter constamment. Je pense qu'Eli de la Cruz va être assez impressionnant. Je pense que sur le monticule, ça va bien se développer aussi. Donc, j'hésitais entre les Reds et les Cardinals, mais on dirait que j'aime tellement pas la rotation beaucoup trop vieillissante des Cardinals qui ont rapiécé un petit peu cet hiver super rapidement. Je suis pas un fan de ce qu'ils ont fait.
Puis écoute, on n'a pas fait beaucoup de changements. Oliver Marmol qui a été prolongé aussi. Donc, je sais pas. Je les vois finir au deuxième rang. Je pense que les Cubs seront pas bien loin. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés de voir les Brewers plus haut que le quatrième rang. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une certaine vente de feu qui va s'effectuer en cours de saison. Je ne serais pas étonné que Willy Adames termine la saison sous d'autres cieux. C'est un joueur de location, mais je ne serais pas étonné si Devin Williams est en santé, qu'il soit aussi échangé à la date limite, mais sa blessure pourrait faire en sorte qu'on va peut-être plus le faire au cours de la saison morte. Donc non, je n'ai pas beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Puis les Pirates cinquième, mais c'est pas nécessaire. Encore une fois, on dirait que j'ai mis un premier par défaut. Mais je sais pas ce que tu vas me dire, mais j'ai mis aussi un cinquième par défaut. Tu sais, j'ai mis les Pirates cinquième, mais je pense pas que c'est un club de cinquième place nécessairement. Là, c'est juste que je les vois pas devant les Brewers. Là, c'est un petit peu ça ma mentalité. Je trouve que c'est une division plate à prédire. Oui, un peu, c'est ça. Tu sais, les Pirates, ça s'en vient tranquillement, là, très, très tranquillement, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont terminer au cinquième rang. Je pense qu'il y a des formations qui vont avoir des blessures ou des creux de vague un petit peu trop longs au cours de la saison, vont glisser au classement puis pourraient terminer dernier. L'an dernier, les Cards ont terminé dans le fond, dans la cave de la section. On n'aurait jamais prédit ça. Donc, En effet. j'ai l'impression que n'importe quelle équipe peut. J'allais dire autant terminer premier que dernier, mais tu sais, je pense pas que les Pirates vont terminer au premier rang. Mais on peut Non. brasser un petit peu tout ça puis arriver à un classement qui fait du sens. Moi, Danny, c'est justement parce que Joey Votto est plus là que je l'ai mis au premier rang. Là. Tu sais, je pense que c'est. Tu sais, Danny est en ils seront feu pas à obligés. soir, hein? Danny, quand il se met à parler, il se met à parler. Là. Ça, je peux te le confirmer. Tu sais, j'ai l'impression que depuis être obligé de faire frapper Voto qui avance plus, justement, ça va peut-être donner une meilleure production offensive. Allons maintenant du côté de la nationale. On a quand même plusieurs commentaires là, sur la nationale qui sont ressortis. Écoute, on a parlé en long et en large des Dodgers tantôt. Dodgers au premier rang, on va s'entendre là-dessus. Donc, j'ai une nouvelle question pour toi. Qui est au deuxième rang de ta division? Ben, je vais avec les Diamondbacks qui ont progressé énormément l'an dernier, qui ont acquis de l'expérience, qui vont pouvoir transposer dans la saison 2024. On a une relativement jeune équipe, mais comme je viens de le mentionner, qui a acquis une expérience qui ne s'achète pas, que les autres équipes n'ont pas nécessairement derrière eux. Donc, je les vois répéter leurs exploits de l'an dernier, peut-être pas se rendre aussi loin en série, mais là, on parle du classement de la saison régulière. Donc, je Ouais. pense qu'ils vont se glisser au deuxième rang et qu'ils vont participer aux séries. Eduardo Rodriguez, ça a été un bel ajout. De Mhm. ramener Gouriel, ça a été un bel ajout aussi. D'amener un gars comme Eugenio Suarez aussi. J'ai aimé la saison morte quand même des Diamondbacks. On a beaucoup, beaucoup de commentaires d'ailleurs, là, Sébastien, on est gâtés aujourd'hui. Là, autant des commentaires sur les divisions qu'on vient de parler, de ceux qui s'en viennent aussi. Puis j'ai envie de soumettre le commentaire de Jocelyn. Par rapport au point numéro 2 aussi, on parlait des Diamondbacks. Brandon Fad, là, qui a été quand même une belle révélation en séries éliminatoires. Ça va être une belle rotation quand même du côté des Diamondbacks si tout va bien. Là, on l'a dit, là, d'ajouter un gars comme Eduardo Rodriguez, ça va venir stabiliser ce qu'il y a déjà en place parce que tu as Merrill qui est là, il n'y a pas des pieds de céleri. Là, Zach Gallen, évidemment, qui est le lanceur numéro 1 de Mhm. cette formation-là. Fad, il peut être un excellent numéro 4. Là, de 1 à 4, ce ne sera pas facile de traverser cette rotation-là. Là, si tu t'en vas jouer 4 matchs en Arizona du jeudi au dimanche, puis que tu commences avec un gars comme Zach Gallen, puis que ça se rend jusqu'à lui, puis que tout le monde est en forme, là, bonne chance pour te sauver avec ne serait-ce qu'un match. Là. Non, exactement. Zach Gallen qui pense être le récipiendaire du Trophée Cy Young à chaque année, mais qui mériterait peut-être pas le trophée, mais qui quand même met d'excellentes performances sur le terrain. Donc oui, on a une très bonne rotation. Puis c'est la force des équipes derrière les Dodgers, la rotation, hein, que ce soit les Giants, les Padres, les Diamondbacks. On a une meilleure rotation que les Dodgers, probablement la seule faiblesse à part la défensive à Los Angeles. Ouais, ouais. Donc, c'est peut-être là qu'on va pouvoir se rapprocher des Dodgers. Je ne dis pas qu'ils vont les dépasser. Je pense que les Dodgers sont dans un monde à part. Mais quand même, ça va passer par le monticule si on va avoir une chance de se rapprocher et de participer aux séries. On a beaucoup de gens qui viennent nous donner comme ça leurs prédictions. Danny qui nous dit Los Angeles, Arizona, San Diego, San Francisco, Colorado. San Diego et San Francisco qui sont interchangeables. J'avoue que je suis assez d'accord avec cette lecture-là de la situation, du fait que les 3 et 4 sont interchangeables, puis on arrivera à nos prédictions à ce niveau-là. Benoît qui nous dit Los Angeles, San Francisco, Arizona, San Diego et Colorado.
Baba qui nous dit Los Angeles, San Diego, Arizona, San Francisco, Colorado. Beaucoup de Colorado au 5e rang. Hein. Je pense que en fait, là, Sébastien, je pense qu'il y avait un 6e rang, on les mettrait 6e. Je Oui, pense qu'il n'y a oui. pas beaucoup de débats. Là. Je pense qu'on a le début, on a la fin, puis après, arrangez-vous entre vous là, en Arizona ou en Californie pour savoir où est-ce que vous vous placez. Donc, je vais te la poser la question justement. 3e et 4e rang, comment tu y vas? Est-ce que tu as les Giants ou est-ce que tu as les Padres au 3e rang? Je vais avec les Giants pour leurs acquisitions durant la saison morte, pour leur rotation partante. Oui, les Padres aussi ont une bonne rotation, Ouais. mais les Giants ont fait du bon travail. Malgré la difficulté à attirer les joueurs autonomes, on a quand même réussi à stabiliser cette équipe-là, à ajouter de la profondeur. Donc, je pense qu'on a les éléments en place pour devancer les Padres. C'est sûr que même si on s'est départi d'un Juan Soto chez les Padres, on a quand même une bonne formation. L'an dernier, on a peut-être été un peu malchanceux. On avait un excellent différentiel de points pour, points contre, mais pourtant, on s'est retrouvé à l'extérieur du portrait des séries. Donc, est-ce qu'on va être capable de corriger ces petites choses-là pour réussir finalement à réaliser notre objectif? Bien, c'est possible pour les Padres. Puis c'est pour ça que, même selon les commentaires, c'est très interchangeable. Mais pour le moment, je favorise les Giants. Moi aussi, je favorise les Giants. Les Padres ont ajouté beaucoup de profondeur sur le monticule, ce qui est intéressant. Dylan Cease, on en a parlé la semaine dernière, c'est aussi un, un ajout qui n'est pas pire du tout. Ceci étant dit, les Giants ont connu un bel hiver. Les Giants qui d'ailleurs ont signé 3 clients de Scott Boras, John Woolley qui a signé au Centre, Matt Chapman et Blake Snell tout récemment. Je ne sais pas si tu as entendu Farhan Zaidi, là, qui est le président de l'équipe, qui dit j'ai appelé à Maison-Blanche pour demander si le fait d'avoir signé 3 deals avec Scott Boras, ça méritait une médaille, puis ils ont dit je vais te revenir avec ça. Mais lui, il doit être brûlé, là. Tu sais, c'est tout un hiver, là. Juste négocier pour 3 gars avec Scott Oh mon Boras, Dieu. là. Non, Ah non, son salaire est mérité. on s'entend. Puis écoute, je ne sais pas jusqu'à quel point vous écoutez là, tout le monde, les conférences de presse de Farhan Zaidi parce que c'était à San Francisco, mais il est toujours assez divertissant. On dirait que, Oui. moi, je pense que, je ne sais pas toi, là, moi, j'irais prendre une bière avec lui. Ben oui, elle parlait de balle avec lui. Tu sais, l'an dernier, on se rappelle avec l'épisode d'Aaron Judge. Il y a toujours un petit commentaire qui est un petit peu spectaculaire, donc c'est toujours intéressant. Puis Ouais. probablement qu'il est encore plus intéressant justement avec une bière en privé. Donc, ça serait le fun de jaser avec. Ouais, je pense que oui. Mm. Hem, et c'est vrai qu'il y a aussi, tu sais, quand dans Nick Hull qui nous dit que l'avant-champ, entre les Giants et les Padres, on peut donner un avantage aux Giants. Merci justement à ce niveau-là, pour, Matt Chapman qui est arrivé là, un petit peu comme un cheveu sur la soupe là, dans les dernières semaines. Mais surtout, il faut parler de Blake Snell qui va devenir avec Logan Webb, un des meilleurs duos 1-2 du baseball majeur. En fait, là, c'est pas compliqué. C'est les deux derniers finalistes donc, qui ont fini numéro 1 et numéro 2 au Cy Young dans la nationale en 2023. C'est quand même pas rien. Non, c'est pas rien. On pensait peut-être que Blake Snell allait aller rejoindre Garrett Cole. On aurait eu les deux récipiendaires du trophée Cy Young, mais là, on a, comme tu l'as mentionné, un et deux. Donc, s'il demeure en santé, déjà là, en partant, tu as deux excellents lanceurs. Si tu te rends en séries éliminatoires, mais là, tu sais, souvent, on diminue le nombre de partants qu'on va utiliser. Donc, tu es très solide à ce niveau-là. Donc, on a une bonne base sur laquelle on peut continuer de bâtir. J'ai hâte écoute, Danny qui nous dit aurais-tu oublié Zach Wheeler et Aaron Nola? J'ai dit un des meilleurs, Danny. Ou si j'ai dit le meilleur, je voulais dire un des meilleurs parce qu'évidemment, on s'entend que du côté de Philadelphie, là, ça va être aussi assez intense. J'ai toujours un petit faible là, pour Aaron Nola, puis Zach Wheeler, il devient ce qui est devenu là, au cours des dernières années du côté de Philadelphie. C'est un monstre en séries éliminatoires, donc assez d'accord avec toi à ce niveau-là. Oublions pas aussi Kyle Harrison, qui est probablement le meilleur espoir gaucher du baseball majeur qui a moins bien fait l'an passé, mais qui va quand même être bon. Éventuellement, Robbie Ray va revenir. Tu as un vétéran comme Alex Cobb qui est là. Tu as Jordan Hicks, je ne sais pas ce que ça va donner comme partant, mais tu as quand même des belles options là, dans cette rotation-là. Donc, quand même assez intéressant. C'est ce qui complète nos prédictions. Sébastien, on arrive vers la fin du show. Allons-y donc avec la période de questions.
Il y a beaucoup de questions auxquelles on a répondu au cours du podcast parce que ça s'y prêtait bien, mais il y a quand même des questions aussi là, qui méritent d'être passées dans ce thème de la période des questions en tant que tel. Le show qui achève là, dans les prochaines minutes. Donc, si vous avez des questions à glisser, profitez-en maintenant en lien avec l'équipe de votre choix dans le baseball majeur. On a Benoît qui a beaucoup participé ce soir et qui nous demande Trevor Bauer, Sébastien, trouvera-t-il une job dans la MLB? C'est une autre question? Non, mais je crois pas. Je pense que si ça avait eu à arriver, ça serait déjà arrivé. Tu sais, Trevor Bauer, on ne dit pas qu'il lance pas bien, mais on a l'impression que les équipes du baseball majeur ne veulent pas s'associer avec lui. C'est pas une question de talent, c'est pas une question de performance. Mais dans une saison morte où tu sais, Jordan Montgomery n'a pas encore de contrat présentement, donc, je pense que si une équipe aurait voulu signer Trevor Bauer, ça serait déjà fait. J'ai la même lecture de la situation là, à ce point-ci. On reconnaît tous ses talents de lanceur. Le problème, c'est pas quand il est sur le monticule avec Trevor Bauer. Donc, non, je ne m'attends pas à ce qu'une équipe du baseball majeur le signe. Boba qui nous demande venez-vous à la série qui va avoir lieu à Londres? Moi, s'il y a quelqu'un qui m'invite, je suis très partant à aller à Ben, la série à Londres. c'est ça, moi je te suis là. Moi, Sébastien, si je peux être ton interprète et avoir accès à ton compte en banque, je t'amène à Londres. Ah, tu vois, on me dit que ça n'arrivera pas. Ah ouais, hein, ok, je pensais que Ouais, ben, quand tu as pointé ton micro, je pensais que tu allais dire que ça coupait et que tu entendais mal, mais écoute, ah c'est oui, pas. moi je suis dans un tunnel. C'est ça. Donc, à suivre, là, Baba, là, pour la suite des choses. Euh, Nick qui nous demande Abraham Taureau pourrait-il percer l'alignement d'une autre formation que les Aces d'Oakland? Moi, j'ai l'impression que ça dépend de la profondeur à l'avant-champ. Tu sais, l'an passé à Milwaukee, il y avait quand même beaucoup d'options. Puis il a bien fait quand même dans le 3. Il a très bien fait dans le baseball majeur, mais il n'a pas eu sa chance. Évidemment, avec les Aces, ça peut être quand même assez intéressant, même s'ils viennent d'ajouter J.D. Davis au troisième but, là, ce qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est une bonne question quand même, Sébastien. Est-ce que tu penses qu'à part les Aces, il y a d'autres équipes où il pourrait peut-être percer l'alignement? Puis on dirait que jusqu'à maintenant, dans sa carrière, Toro n'a pas été nécessairement chanceux, dans le sens qu'il y avait toujours quelqu'un de meilleur, de plus expérimenté qui prenait sa place. On dirait qu'il est un petit peu entre les deux, entre le baseball majeur, entre le 3A. Ça serait quand même difficile dans une autre formation de percer l'alignement sur une base régulière dans le baseball majeur, mais là, présentement, il y a l'occasion idéale pour le faire. Il doit saisir cette occasion-là justement pour prendre l'expérience puis prouver qu'il peut être un joueur régulier dans la MLB. Danny qui nous dit que Taureau aurait une chance au Colorado aussi. Puis, j'ai l'impression qu'à ce point-ci, les Aces, c'est quand même une bonne chose pour lui dans l'optique où va te chercher du temps de jeu, puis va essayer de reconstruire ta valeur dans le baseball majeur. À ce point-ci, je pense que c'est une équipe qui peut être bien pour lui. Donc, souhaitons-lui qu'il ait sa chance là, avec les Aces d'Oakland. Puis, je suis persuadé là, que s'il y a une véritable chance, il va être capable de pas devenir une star, évidemment, dans le baseball majeur, mais de quand même bien faire là, son travail. Danny qui nous demande est-ce que Schwarber va frapper pour 200? Moi, je pense qu'il va frapper pour 197 puis qu'il va avoir 38 circuits. Ah, je vais y aller avec 0,92 puis 42 longues balles. Non, mais ça, Avec, c'est la nouvelle norme pour les premiers frappeurs d'un rôle offensif. Hein? C'est ça qu'on comprend. Hein? ouais, ouais, Fait que, exact. Puis moi, je pense qu'il va avoir soit un WAR de -1 ou de +6. Il n'y oui. aura pas d'entre-deux. Il n'y aura pas un WAR de 2,3. Euh, On a une question ici, Sébastien, jette la refile. Jordan Montgomery, il va signer où? C'est vrai qu'on n'a pas entendu tant d'équipes. Tu sais, là, on dit qu'il y aurait un regain de vie dans les négociations avec les Yankees, mais sinon, il y a les Rangers qui ne veulent pas sortir l'argent. Il y a les Red Sox qui ne veulent pas sortir l'argent. On dit qu'il ne veut pas nécessairement un contrat à court terme. Fait que c'est une bonne question. Il va signer où? J'en ai aucune idée. Puis la clé, c'est justement ça. Si c'est un des derniers à signer un contrat, c'est justement parce qu'il ne veut pas avoir un contrat pont, un court contrat avec des options de sortie. Il veut signer à long terme avec une équipe, puis c'est là que ça devient difficile. Tu as mentionné les équipes qui ont été intéressées au service de Montgomery dans les derniers mois, puis il n'y en a pas une parmi elles qui veulent déplier. On a les Rangers qui viennent de signer Michael Lorenzen, donc pour moi, ça les sort quasiment du dossier Montgomery. Les Red Sox, Montgomery est là. Il frappe à la porte du Fenway Park, puis on ne répond pas. Les Yankees, on ne veut pas dépasser le 38e seuil de la taxe de luxe. J'exagère, mais on ne veut pas aller là. Si on ne voulait pas le faire avec Blake Snell,
je pense que si Montgomery signe un contrat à long terme, ça va être difficile, à moins d'étaler ça sur peut-être plus de saisons. C'est peut-être là que Ouais. les Yankees vont se démarquer, mais sinon, j'en ai aucune idée. En tout cas, Danny serait content de voir 46 circuits de Schwarbaum. Puis Nick qui nous dit que ça viendrait avec 289 retraits sur trois prises. 289, le retrait sur trois prises, c'est à peu près ce que Tony Gwynn a eu sur 20 ans dans sa carrière. Là. Mais ça, Oui, c'est un ouais, je détail. suis même pas sûr. Non, c'est ça. Question, je vais te la refiler, Sébastien. Jason Dominguez, est-ce qu'il va avoir une bonne saison? Puis, tu sais, en même temps, il est rendu dans sa réhabilitation. Là, c'est un Tommy John qui a eu, Dominguez? Ouais, ben c'est ça, ça va être de voir comment est-ce qu'il va se rétablir de tout ça. Heu, tu sais, si j'étais dans l'état-major des Yankees, si j'étais Aaron Boone, je ne mettrais pas beaucoup de pression. On sait ce qu'il est capable de faire, mais est-ce qu'il va le faire dès cette saison? Avec sa blessure, son retour. Donc, tu sais, il y a des questions qui restent en suspens, puis il ne faut pas que l'attention soit nécessairement mise sur Dominguez. On a d'autres joueurs qu'on a présentement, dont Juan Soto qu'on est allé chercher justement pour évoluer au champ extérieur. Donc, j'ai l'impression que, tu sais, ça va être un retour au jeu cette saison, puis on va pouvoir plus voir le vrai Dominguez l'an prochain. Question de Richard ici qui nous demande est-ce que Chris Sale a connu un bon camp? Oui, quand même, il a connu un bon camp. Il s'est mis à donner un petit peu plus de points là, dans ses dernières sorties. Là, j'ai sorti sa fiche là, pendant la question ici. Là, il a donné 2 points à sa dernière sortie, 3 à l'autre. Il est à l'étape où il lance 3 manches et un tiers, 3 manches et 2 tiers. Donc, écoute, ce ne sera pas le lanceur qui va te lancer nécessairement 6-7 manches dès le début, mais c'est ça qui est bien, Sébastien, des Braves d'Atlanta qui ont pas besoin que Chris Sale soit le Chris Sale qui a gagné la Série mondiale à Boston. Juste sois en santé, lance-nous un 5-6 manches, économise-nous la relève, va nous chercher des retraits sur des prises parce qu'on sait que tu es capable de le faire. Sois toi-même, blesse-toi pas, apporte soit un bon leader, parce qu'il peut être un mauvais leader s'il est trop intense, mais soit un bon leader pour cette équipe-là. Puis s'il fait ça, ben, on ne demande pas d'aller gagner un Cy Young cette année. Donc, oui, il a connu un bon camp d'entraînement dans les circonstances, puis il se prépare bien pour une saison où, espérons-le pour lui et pour les Braves, qu'il va lancer en santé pour la première fois depuis longtemps. Ouais, puis c'est toujours dur à évaluer les lanceurs, dans le camp d'entraînement. Ils lancent pas beaucoup, tu sais, ils se ménagent un peu. Donc, tu sais, pour le moment, c'est un peu plus dur à évaluer, mais on fait du bon travail jusqu'à maintenant. Puis il faut justement pas qu'ils lancent 7 ou 8 manches pour les Braves, surtout en début de saison. Si on veut l'avoir au mois d'octobre, il faut le ménager, puis on a le luxe de le faire. Donc, présentement, tout va bien. Il faut juste que ça tienne, pour la majeure partie de l'année. Question de Nick Hull ici sur Jackson Holiday, qui a hâte de le voir cette année. On s'enligne, Sébastien, pour y faire de la place, probablement au deuxième coussin. Là. À ce point-ci, j'ai l'impression qu'il va commencer la saison dans les majeurs là, avec le camp qu'il a connu. J'ai l'impression qu'on voulait vraiment on voulait pas lui donner le poste sur un plateau d'argent, mais il mérite là, avec le camp d'entraînement qu'il a connu. Il s'en vient dans cette belle vague de jeunes-là du côté de Baltimore. Donc, je m'attends, moi, à le voir du côté du deuxième but et je m'attends, comme Nick le dit, à le voir être flamboyant. Ouais, mais je sais pas si je pense que c'était cette semaine, il a été sauf sur un roulant à l'arrêt-court. Donc Ouais. c'est vraiment c'est Ouais, ouais. rafraîchissant. Le gars veut gagner, veut jouer. Tu vois qu'il a du plaisir à jouer au baseball, frappe la balle très solidement. Donc c'est vraiment impressionnant de voir ce qu'il fait, jusqu'à maintenant, puis d'arriver dans une équipe justement qui est jeune, qui aspire à beaucoup, mais quand même tu sais, qui a pas tant de pression dans le sens que on ne s'attend pas nécessairement à ce que les Orioles remportent la Série mondiale. On s'attend à ce qu'ils continuent de progresser, mais c'est un bel environnement pour arriver dans le baseball majeur. Beba qui nous revient avec une question, doit être rendu 3 heures du matin en France. J'espère que ton cadran ne sonnera pas trop tôt demain matin, mon cher, parce que ça se peut que tu le payes cash. Pensez-vous que Snell aurait pu demander plus? Il était quand même gagnant du dernier Cy Young dans la nationale, puis c'est un bon point à ce niveau-là. Mais évidemment, l'effet Scott Boras, c'est tout ce que j'ai à dire pour te relancer là-dessus, Sébastien. C'est drôle, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, mais c'est pas juste qu'il aurait pu demander plus, c'est qu'il aurait pu avoir plus. Il s'est fait offrir 168 millions de dollars avec les Yankees, une formation qui est, tu sais, qui est pas née de la dernière pluie, qui est une grande organisation. A voulu attendre, ou Scott Boras a voulu attendre, et là, il en paye le prix avec son court contrat, avec un montant beaucoup moins élevé. Le receveur Alvarez chez les Mets, est-ce que tu t'attends à une bonne saison de sa part? Ben, c'est sûr que
c'est pas le potentiel qui manque dans le cas d'Alvarez. Restera à le mettre en œuvre sur le terrain. Puis est-ce que défensivement va être assez fort pour garder son poste? C'est les questions qui restent en suspens. Mais comme j'ai mentionné, c'est pas le talent le problème, c'est de pouvoir le concrétiser sur le terrain. Euh, on a ici un mot d'encouragement. Lâchez pas, les gars, vous faites une sacrée job. Merci beaucoup. Merci Oui, merci. de nous lire. Merci de nous encourager. D'ailleurs, je vous invite, là, si vous avez des petites dernières questions, vite fait, là, on va mettre fin à l'émission bientôt. Mais en attendant, on a un commentaire de Benoît ici. Quels sont les favoris pour recrue de l'année? Sébastien, j'ai l'impression je pense de mémoire du moins qu'on a les mêmes. Là, on a parlé de Jackson Holiday tantôt. Là, je pense qu'il va avoir toutes les chances du monde de gagner le titre de recrue de l'année dans l'américaine à Baltimore. Dans la nationale, ceux qui veulent dire Yamamoto, ça peut ne pas être un vilain choix, même s'il a connu une vilaine sortie aujourd'hui. Peut-être que c'est un choix moins sexy après sa sortie d'aujourd'hui. Mais moi, à la base, de toute façon, j'avais Paul Skeens. Paul Skeens, lanceur, le choix premier au total. L'an passé au repêchage de 2023, n'a pas beaucoup d'expérience dans les mineurs, va commencer, Sébastien, la saison dans les mineurs, mais d'après moi, là, ce ne sera pas bien long qu'on va le voir avec un chandail des Pirates de Pittsburgh dans le superbe PNC Park. Exactement, il va arriver assez vite dans la MLB. Puis oui, Yamamoto a tout pour remporter ce titre-là, mais je pense qu'il va manquer de temps dans le sens que la période d'adaptation au début de la saison, elle va être longue, elle va être ardue. C'est vraiment pas la même chose que le baseball au Japon, outre-mer. Donc, il va perdre probablement son titre de recrue de l'année à ce moment-là. Et c'est là que Polskin va arriver puis il va prendre la pole, comme tu l'as mentionné. Puis de l'autre côté, on vient d'en parler, Jackson Holiday. Est-ce qu'il y a une autre possibilité, à moins d'une blessure? Mais s'il n'y a pas de blessure, je ne vois pas un long creux de vague qui va l'empêcher de remporter ce titre-là. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là avec moi là, pour cet épisode numéro 4 de Passion MLB, le podcast. Ça a été un plaisir de partager ça avec toi et avec les auditeurs qui ont été très, très, très présents là, tout au long du podcast pour interagir avec nous. Et Baba qui répond à la question, demain, il ne travaille pas. Donc, c'est pour ça qu'il peut se Ah, permettre de nous ceci écouter. explique cela. Oui. Donc, merci à tout le monde là, pour l'interaction. Sébastien, où est-ce qu'on peut nous trouver, là, que ce soit nous lire ou que ce soit trouver le podcast? C'est quoi les meilleures plateformes pour faire ça? Bien, pour nous lire, bien sûr, sur notre site passionmlb.com. On peut aussi voir les épisodes du podcast sur notre site, mais on est ailleurs également sur YouTube, sur les plateformes de diffusion de podcasts, Apple Podcasts, Spotify. Donc, si vous nous cherchez, vous allez nous trouver. On est un peu partout. Puis, la semaine prochaine, déjà, la saison va être en branle. Absolument. Et écoute, j'en mets une petite dernière. Il y a Nick qui vient nous commenter ça ici. La saison va être en branle. Est-ce que John Schneider est sur le hot seat là, en quelques secondes? Oui, c'est juste en quelques secondes, oui. En quelques Non, secondes, mais oui. Oui, Nick. ça ça va dépendre des résultats. Tu sais, si on a un bon début de saison puis que le plaisir est dans l'équipe puis on continue à gagner, on est dans la course, je pense pas qu'il va perdre son poste. Par contre, à l'inverse, si ça va moins bien, mais c'est lui qui va écoper. Puis ensuite, bien, ça va être Ross Atkins. Ouais, j'ai l'impression que oui. Le Ken Rosenthal aussi aujourd'hui qui disait que Ross Atkins est un des DG qui doit le plus se surveiller là, par rapport à sa sécurité d'emploi. Donc, je pense que c'est la même chose du côté de John Schneider. Ça va prendre des W. Sébastien, les auditeurs, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite du bon baseball.